Radio J. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Bonjour Arlette Chabot. Bonjour à vous. Et merci de nous rejoindre. L'article 7 de la réforme des retraites a donc été adopté hier soir au Sénat par 201 voix contre 115. Un article central du projet du gouvernement et qui prévoit le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. La commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs aura lieu le 15 mars. On ne sait pas encore, Arlette, si le gouvernement aura besoin de faire usage ensuite une nouvelle fois du 49.3 pour faire adopter son texte. Mais on arrive clairement bientôt au terme du processus législatif. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'ont pas plié sur l'essentiel malgré la mobilisation sociale. De là à dire qu'ils sortiront comme les grands vainqueurs de cette séquence ? Alors c'est difficile, c'est important l'article 7, je m'arrête juste une seconde parce qu'au fait c'est la première fois qu'il est voté puisqu'il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale sur cet article 7 pour la bonne raison qu'on n'est même pas arrivé jusque-là dans la discussion à l'Assemblée nationale. Donc c'est un petit ballon d'oxygène, tout petit le ballon pour le président de la République et pour le gouvernement. Mais pour la suite, si on prend déjà un tout petit peu d'avance, est-ce que justement le président et le gouvernement pourront tirer un bénéfice politique de cette séquence ? Moi, je ne crois pas. Alors évidemment, le président de la République pourra dire qu'il a réussi à réformer les retraites, qu'il a tenu face à la rue, qu'il a tenu face à toutes les pressions des oppositions. Il inscrira cette réforme sur la liste de grandes réformes qu'il aura réussi à mener au cours de ces deux quinquennats. Néanmoins, il n'a pas convaincu l'opinion de la justesse de la réforme, de la nécessité de la réforme. Il n'a pas convaincu non plus, encore une fois, de l'équilibre nécessaire. Et cette réforme, elle aurait été faite contre l'opinion. Tous les sondages indiquent effectivement qu'une très large majorité de Français restent hostiles au fond à cette réforme. Donc ce n'est pas forcément une victoire agréable et intéressante pour le président de la République. Le seul bénéfice politique, c'est qu'il aura peut-être réussi à consolider son électorat du premier tour de l'élection présidentielle qui, lui, avait accepté et voté pour cette réforme qui était dans son programme. Et on voit d'ailleurs à quel point le président a aujourd'hui envie d'enchaîner sur d'autres sujets. Hier, il a annoncé l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Ce soir, il dînera avec des intellectuels, avec des responsables religieux, des religions, pour discuter de la fin de vie. Donc, il est urgent de passer à la vitesse supérieure. Et pour Elisabeth Borne ? Alors, pour Elisabeth Borne, ça sera aussi évidemment difficile. D'abord, comment va se terminer effectivement cette discussion ? S'il y a un accord avec les LR et que le texte passe, ce sera, j'allais dire, moindre mal après avoir cédé sur beaucoup de demandes. En revanche, si c'est un 49.3, c'est terrible. Elle ne veut absolument pas, Elisabeth Borne, recourir encore une fois au 49.3. Il y en a eu 10 pendant les débats budgétaires qui ont déjà été utilisés. Certains disent même aujourd'hui que si le gouvernement, si la Première ministre est obligée d'utiliser le 49.3, elle ne pourra pas rester à Matignon et que son départ sera déjà programmé. D'une manière générale, tout le gouvernement sortira quand même affaibli. Je pense au ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui doit d'ailleurs intervenir dans un autre débat ô combien difficile sur la loi immigration, en tandem avec Gérald Darmanin. Vous l'imaginez, sortant de cette séquence retraite, venant discuter d'un autre texte aussi disputé que celui de l'immigration, ça n'est pas du tout évident. Donc d'une manière ou d'une autre, on annonce déjà un changement de gouvernement. Voilà pour l'exécutif, Arlette Chabot. L'intersyndicale, de son côté, peut se féliciter de la large mobilisation dans le pays ? Alors dans un premier temps, on dit oui, parce qu'évidemment, l'image des syndicats aujourd'hui est renforcée. Le tandem entre le secrétaire général de la CFDT et celui de la CGT fonctionne bien. Tous les deux marchent ensemble et surmontent évidemment leur division. L'image est bonne. Les syndicats enregistrent de nouvelles adhésions après avoir été bannis. Vous vous souvenez des cortèges des Gilets jaunes. On ne voulait pas entendre parler des organisations syndicales. Aujourd'hui, ça marche, ça tient.
Toutes les manifestations, d'ailleurs, jusqu'à présent, ont lieu dans le calme et la tranquillité. Donc, l'image est renforcée. Mais à la fin, si effectivement la réforme est adoptée, ils auront échoué. Ils n'auront pas réussi à faire reculer le gouvernement. Donc, il faudra toujours remonter à 2006, au fameux contrat première embauche pour les jeunes. L'époque Dominique de Villepin à Matignon. Voilà, Dominique de Villepin à Matignon, et un président de la République qui s'appelait Jacques Chirac, qui a fini par renoncer au projet de loi. Il n'a pas été promulgué après avoir été voté. Donc finalement, on restera toujours sur cet échec. Et c'est important parce qu'il faut avoir toujours en tête ce qu'a dit Laurent Berger au début du mouvement. Laurent Berger a fait un parallèle avec le mouvement des Gilets jaunes en disant 280 000 personnes dans la rue, le gouvernement a lâché 10 milliards. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des violences. On se souvient notamment de l'Arc de Triomphe qui avait été souillé. Donc, si les cortèges se déroulent dans la tranquillité, sans violence, et que le gouvernement refuse du coup de céder, la question effectivement de l'utilisation de cette violence sera posée. Arlette Chabot, il nous reste 1 minute. Si on s'intéresse rapidement au parti, ce n'est pas beaucoup mieux. Les fractures, les divisions ont fracturé sur le fond, sur la forme, aussi bien LR que la NUPES. Alors pour l'instant, les LR, on voit bien, c'est difficile, c'était déjà difficile depuis le début pour eux d'être à la fois dans l'opposition la plus farouche et en même temps les sauveurs de la réforme la plus contestée. En même temps, on voit qu'ils sont aujourd'hui ô combien divisés, c'est notamment vrai pour le groupe des députés à l'Assemblée nationale, très divisés sur les objectifs, et combien de ces députés voteront le texte à la fin ? Eh bien, personne ne le sait aujourd'hui. Le recours éventuel au 49.3. Voilà, on compte et recompte, évidemment, et la position d'Éric Ciotti n'est pas confortable. À gauche, je ne vais pas vous rappeler la bordélisation par la France insoumise, la NUPES, qui fait éclater à nouveau des divergences au sein de la gauche. Alors, vous me direz, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, le Rassemblement national. Peut-être effectivement que le Rassemblement national, qui n'est pas beaucoup intervenu avec une Marine Le Pen très en retrait, pourra finalement peut-être politiquement tirer quelques bénéfices de ce débat. En tout cas, je pense que pour tous les Français, c'est sûrement l'illustration, ce conflit des retraites, du mauvais fonctionnement de la démocratie en France. Merci beaucoup Arlette Chabot d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. À jeudi prochain.